Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Depuis le mois de mars, je reçois à mon micro des experts et des acteurs de la mobilité pour répondre à la question « Comment peut-on concilier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité ?» Après 6 épisodes, nous clôturons ce premier cycle de podcast qui a été très riche en apprentissage. Il nous paraissait donc important de prendre un temps de recul et de synthèse avant de poursuivre nos investigations. Pour cela, je reçois aujourd'hui Albine Serris, qui pilote le groupe de travail Inclusion et Transition au laboratoire de la mobilité inclusive. Albine partage avec nous les idées clés et les réponses qui ont marqué cette première saison de rencontre. Que vous ayez écouté les 6 épisodes ou non, je suis sûre que cette conversation vous sera utile. Soit elle vous permettra d'y voir plus clair dans les réponses apportées à cette question complexe, soit elle vous donnera envie de creuser et d'écouter nos invités. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute de mon échange avec Albine Serris et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes. Bonjour Albine. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Rencontre. Merci. Albine, tu es la déléguée générale du réseau Agiles, qui œuvre pour le développement et la professionnalisation des garages et loueurs solidaires. Tu es aussi la pilote du groupe du travail Inclusion Transition au laboratoire de la mobilité inclusive. Donc, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce groupe de travail Inclusion Transition du LMI et pourquoi vous avez décidé de créer un podcast et le podcast Rencontre ? Eh bien oui, avec plaisir. Au laboratoire de la mobilité inclusive, on a cette chance d'avoir du temps pour réfléchir ensemble à un ensemble de sujets autour de la mobilité et aussi avec une variété en fait de profils et de structures qui interviennent. Il y a des institutions publiques, des opérateurs de transport, des mutuelles ou même des associations nationales. Et en fait, le point de départ de ce groupe de travail, ça part d'un constat collectif qui est partagé entre nous, soit au sein du LMI, soit dans nos propres écosystèmes, sur le constat donc d'une double urgence qui est à la fois sociale et climatique, et de tensions qui peuvent en découler. Donc on s'est demandé justement comment on pourrait faire pour concilier l'inclusion et la transition écologique dans le champ de la mobilité. On a donc créé ce GT fin 2021 et l'idée c'était de nourrir cette réflexion mais aussi apporter des éléments de réponse précis, opérationnels, pour montrer quels sont les leviers d'action qui permettent de réussir cette transition vers une mobilité plus inclusive et plus durable. Notre projet il se compose de plusieurs dispositifs. On a écrit une tribune collective. On a aussi été à l'origine d'une étude retour d'expérience sur les expériences de mobilité durable et inclusive, ainsi qu'une recherche exploratoire autour du processus éducatif. Et enfin, last but not least, ce cycle de podcast. Ça nous permettait justement d'incarner ces réflexions et ces solutions et on l'espère de donner envie aux auditeurs et aux auditrices de se mettre en action. Super. Et moi j'étais vraiment ravie en tout cas de produire cette première saison de rencontres pour vous. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aussi aujourd'hui ensemble, c'est qu'on fasse un peu le bilan de ces 6 épisodes qu'on a enregistrés, qu'on a diffusés depuis le mois de mars 2022. Ces 6 épisodes dans lesquels j'ai interviewé des acteurs de la mobilité, des experts surtout de la mobilité, qui nous ont apporté effectivement leur vision sur cette problématique que tu poses très justement. Comment est-ce qu'on peut concilier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité ? Si tu devais résumer cette saison en un mot, lequel choisirais-tu ? Alors évidemment, c'est jamais facile de résumer en un mot. Si je prends une expression, je dirais que ça donne à réfléchir. Okay. Parce que cette saison, elle nous a amené à envisager les liens et les apparentes contradictions entre mobilité pour tous et mobilité compatible avec la transition environnementale, et ça sous de multiples aspects. À la fois sur la question des véhicules, sur les infrastructures, sur le rôle des entreprises, des collectivités, mais aussi, de manière plus large, qu'est-ce qu'on veut faire de notre société. Et si je peux aussi donner un autre mot, ce serait systémique. C'est que en fait, la mobilité, elle conditionne notre accès à beaucoup de choses, notre insertion sociale, professionnelle, l'accès aux soins, etc. Et en fait, elle dit beaucoup de ce qu'est notre société, où effectivement la mobilité peut être vue comme une contrainte. Donc avoir une société plus juste et plus inclusive et compatible avec la transition environnementale,
ça passe par repenser le système. Et ça, c'est systémique. C'est vraiment le symbole de cette saison de podcast. Elle est forte, cette question que tu poses. Il faut repenser la société dans laquelle on vit. C'est ça que tu as dit ? Tout à fait. La mobilité, elle peut être parfois contrainte, ça peut être une problématique du fait de notre organisation actuelle dans la société. Donc, si on veut aussi une société qui soit plus juste, plus dans la transition environnementale, il faut aussi transformer notre mobilité. Almine, dans cette première saison, on a recueilli les propos et les idées des acteurs et des experts de la mobilité pour mieux comprendre justement les enjeux de la mobilité en France et surtout s'il est possible d'allier inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité. C'est vraiment toujours cette question à laquelle on cherche à répondre. Et ce que tu disais en introduction. Après l'écoute de ces 6 épisodes, c'est quoi la réponse à cette question ? Est-ce que c'est possible d'allier inclusion et transition ou est-ce que c'est pas possible ? Et en fait, ce qui vraiment transparaît dans chacun des podcasts, malgré parfois la diversité des disciplines, des intervenants et parfois leur point de vue, c'est que en fait, c'est l'inverse qui est impossible. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir de transition environnementale sans justice sociale. Et au contraire, cette transition environnementale, c'est une opportunité pour nous de faire baisser les inégalités. Parce que en fait, il n'y a pas une crise environnementale, une crise sociale, il y a une crise qui est globale et elle cache des inégalités qui sont grandes. C'est-à-dire que dans la cause de cette crise environnementale et sociale, notamment environnementale, ce sont les plus aisés qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et pourtant, les personnes qui sont les plus touchées par cette crise environnementale et sociale, ce sont les plus pauvres. Donc les deux crises sont liées et ça veut dire que les solutions, forcément, sont liées. C'était Michael Lemarchand qui le disait dans le dernier épisode, dans le 6e épisode, il disait exactement ça. Les plus aisés polluaient et les plus pauvres en payaient les conséquences. Tu parlais du système et de la manière dont on pouvait finalement faire évoluer notre société. Les invités, ils nous ont donné à réfléchir autour de 3 champs d'action, 3 enjeux, 3 pistes de réflexion. Le premier, c'est le pan sociologique / philosophique, je les mets un peu ensemble. Le deuxième pan, c'est le pan politique. Et ensuite, le troisième pan, c'est la technologie. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller explorer finalement les pistes d'action et de réflexion sur chacun de ces terrains. Donc je te propose de démarrer par le volet sociologique et philosophique. Tous nos invités nous ont parlé des habitudes de vie et de mobilité ainsi que de la définition de la justice sociale. C'est vraiment ce qui, je trouve, est un des fils rouges de ces 6 épisodes. Quelles sont les idées que au LMI et dans le groupe de travail vous avez retenues et qui ont attiré votre attention plus particulièrement sur ce volet philosophique et sociologique? Alors, il y a beaucoup de choses parce que dans chacun, finalement, des podcasts, il y avait ce pan qui était plus ou moins abordé, approfondi par les invités. Mais par exemple, on peut se rappeler le podcast avec Valérie Mas sur l'éducation à la mobilité, qui dit que pour lever aussi les freins au changement d'habitude, au changement de comportement dans notre mobilité, il faut aussi pouvoir réinventer finalement les représentations qu'on a. On doit questionner ses habitudes et ses certitudes, accepter de ne pas se déplacer vite, tout le temps, tout de suite, mais prendre le temps quand c'est possible. Quand on pense à ça, on pense aussi, ça revient en fond, cette fameuse sobriété qui est pas mal mise en avant aujourd'hui et qui est une question centrale. La sobriété, ça ne doit pas amener ceux qui n'ont déjà pas assez à avoir moins, mais plutôt repenser nos besoins réels pour rationaliser nos déplacements, notamment dans notre vie de tous les jours. Oui, tu parlais de l'épisode avec Valérie Mas. Moi, il y a une phrase, il y a une idée qu'elle a émise pendant l'épisode et qui m'a vraiment marquée. Elle dit « on aimerait annuler le déplacement, on aimerait arriver tout de suite ». Elle disait une autre chose, elle invitait les auditeurs et les auditrices à faire en sorte que les moments de mobilité, les transports, ça soit des vrais moments de vie. Je trouvais que c'était une belle invitation. Oui, c'est en ça aussi que en fait la mobilité est un facteur d'inclusion. Parce que effectivement, ça nous amène à nous sortir de notre quotidien, de ce que l'on sait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui restreignent leur mobilité
non pas en raison uniquement d'un facteur financier, mais aussi parce qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes en fait de faire cette mobilité-là. On pense par exemple à des personnes qui habitent en banlieue parisienne et qui pour autant ne sont jamais allées visiter Paris. Et en fait, la mobilité inclusive, elle doit aussi faire en sorte qu'on puisse se sentir légitime pour utiliser des moyens de transport déjà existants. C'est ce que disait Michael Lemarchand à la toute fin de son épisode. Il était allé à Sarcelles. Je sais pas si tu te rappelles de cette anecdote. Il disait, je suis allé à Sarcelles et j'ai rencontré des gens qui n'étaient jamais allés à Paris et qui ne savaient pas comment y aller, mais en fait qui se sentaient pas du tout légitimes à venir à Paris, alors que c'est un bassin d'emploi, c'est un bassin de culture, c'est un bassin de soins aussi, alors que le transport entre Sarcelles et Paris est quasiment gratuit ou peut être gratuit dans certains cas. Je te laisse continuer peut-être si tu avais d'autres idées à nous donner sur le volet sociologique et philosophique. Peut-être un dernier élément du point de vue philosophique et sociologique, c'est que la mobilité, elle est toujours liée à un objectif second. On ne se déplace pas pour se déplacer, c'est pour avoir accès à quelque chose, à un travail, à des soins, à des loisirs. Peut-être qu'il faut aussi, pour avoir une mobilité plus conforme à la transition environnementale et plus inclusive, qu'on fasse en sorte de supprimer le besoin de déplacement. Donc cela peut passer par l'aller vers des services qui peuvent se déplacer vers le bénéficiaire et donc derrière qui vont supprimer un ensemble de contraintes et que ce soit financier ou effectivement une mobilité très émettrice. Ça, c'est une réflexion assez vertigineuse parce que ça veut dire que si on repense un petit peu l'organisation de la société, on peut aussi peut-être arriver à ça, une mobilité plus rationalisée, moins contrainte et donc moins émettrice. J'aimerais maintenant t'entendre sur ce que vous retenez du volet technologique. Parce que le volet technologique, il est souvent traité, notamment dans les médias, comme une solution aux enjeux environnementaux. On réduit les émissions de CO2 et donc tout ce qui réduit les émissions de CO2, c'est bien pour le climat. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une vision et environnementale et sociale. Donc, est-ce que consommer moins d'énergie pour se déplacer, ça sera possible pour les personnes les moins aisées? Et est-ce que du coup, ça permettra à la mobilité d'être inclusive? Alors, en fait, dans cette interrogation, pour nous, il y a un peu deux questions distinctes qu'il faut absolument traiter parce que elles sont assez complexes. La première, ça concerne vraiment sur le plan technologique, on en parle beaucoup, c'est le véhicule électrique. Le véhicule électrique, il peut être une solution de par sa longévité d'utilisation qui compense son coût environnemental à la construction par rapport à un véhicule thermique. Et en plus, en termes d'utilisation et d'entretien, c'est un coût qui est moins élevé que le véhicule thermique. Donc ça peut être une opportunité pour des publics ayant peu de moyens d'avoir une mobilité donc avec un véhicule individuel, à condition d'avoir les infrastructures nécessaires, mais surtout d'avoir assez de moyens pour acquérir en premier lieu ce véhicule. L'autre enseignement, c'est que évidemment, il n'est pas possible ni souhaitable de remplacer simplement un véhicule thermique par un véhicule électrique. En fait, il y a beaucoup d'autres leviers qui pourraient nous permettre de baisser notre consommation d'énergie et d'arriver à une forme de neutralité carbone. C'est notamment évoqué, je crois, par Aurélien Bigot dans le premier podcast. Et peut-être le deuxième élément, donc effectivement, est-ce que ce sera possible ? Déjà, effectivement, c'est souhaitable. Et ça sera possible, du coup, pour répondre à la question, en contribuant à transformer le système actuel. Transformer le système actuel, de quelle manière ? Comment est-ce qu'on fait pour transformer le système ? C'est extrêmement complexe. Ça passe par un ensemble de mesures. La première chose, c'est qu'il faut avoir une approche qui est transverse, qui est transdisciplinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'avait rappelé Ariane Dupont-Kiefer, c'est que la mobilité, elle touche à différents secteurs de décision, d'activité. Donc on a les infrastructures, on a les véhicules, on a l'organisation du travail, etc. Donc l'approche transverse, hors silo, mettre tout le monde autour de la table, parce que chacun en fait a une pièce
du puzzle à apporter pour qu'on puisse repenser un petit peu nos déplacements. Ça fait une bonne transition sur le dernier volet qu'on a adressé dans le podcast, qui est le volet politique. Politique à la fois au sens des décideurs publics, mais aussi politique au sens de la manière dont on fait société, dont on vit ensemble et dont tous les acteurs ont une interdépendance et un rôle à jouer. Et tu le disais dans ta première réponse, c'est ce qui vous a interpellé, c'est le côté finalement systémique de la mobilité. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que vous retenez sur le volet politique ? Alors, on a de la chance parce qu'au cours des podcasts, tous les intervenants ont formulé des solutions concrètes, même si elles ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre et rapides. Déjà, on peut penser au transport en commun, au transport public. Si on arrive à massifier cette offre et à la diversifier pour avoir de la complémentarité et pas uniquement se reposer sur la voiture individuelle, comme c'est parfois le cas sur certains territoires, ça permettra d'avoir cette mobilité moins coûteuse pour l'usager et plus conforme à la transition environnementale. Michael Lemarchand de la SNCF nous rappelait que le train peut encore aller plus loin, c'est le cas de le dire, que ce qu'il fait aujourd'hui en termes de lignes, en termes de fréquences et en termes de coûts pour les usagers, même s'il ne peut pas aller partout. En dehors du train, on peut aussi penser aux solutions plus alternatives qui vont être possibles sur tout type de territoire, à condition qu'elles soient valorisées et animées. On pense par exemple au covoiturage ou encore aux systèmes d'autopartage qui peuvent être opérés à la fois par des structures privées avec le soutien des institutions publiques. Par rapport à ce que tu dis, moi, ce que j'ai retenu, c'est aussi que la mobilité, elle est très locale et adaptée à chaque territoire. Ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des politiques nationales pour donner des caps, pour donner des idées, des moyens, de la coordination, mais aussi vraiment d'être très ancré dans finalement ce qui se passe très concrètement sur les territoires et comment les gens peuvent se déplacer et pourquoi ils doivent se déplacer. Oui, il faut aussi rappeler qu'effectivement chacun a son rôle à jouer et que pour que chacun puisse comprendre et avoir les moyens de jouer ce rôle, il faut jouer sur le levier de l'éducation et de l'accompagnement au changement. On pense à ce que disait Valérie Mas sur les entreprises qui ont un rôle important en tant que prescripteurs auprès de leurs collaborateurs, de leurs clients et de leurs fournisseurs, en termes d'organisation aussi. Les entreprises, elles peuvent apprendre à ralentir, entre guillemets, à valoriser les formes de mobilité un peu alternatives qui seraient faites par leurs parties prenantes et considérer ces formations à la mobilité comme un investissement finalement rentable du point de vue de la qualité de vie au travail et de bien-être de leurs collaborateurs. Donc c'est un des exemples sur cette éducation et cet accompagnement au changement qui est nécessaire pour mettre en œuvre cette transition. En résumé, si on veut vraiment avoir une mobilité qui soit à la fois inclusive et durable, eh bien, il faut aussi pouvoir écouter et soutenir surtout les acteurs de terrain pour les permettre de passer à l'échelle. Et d'ailleurs, ça sera traité par la saison 2 de ces podcasts. Albine, on arrive bientôt à la fin de notre échange. J'ai 2 dernières questions pour toi. Question très simple. Déjà, est-ce que tu as un message à faire passer à nos invités ? Oui, je pense qu'il faut les remercier parce que avec pédagogie, ils ont pu aborder des sujets qui sont parfois complexes et aussi techniques, sans être non plus dogmatiques. Ils ont pu argumenter et expliquer leur point de vue. Et on pouvait être plus ou moins d'accord, mais en tout cas, ça a toujours suscité la réflexion et apporté, je pense, des connaissances supplémentaires pour les auditeurs. Et enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs et nos auditrices ? Si vous avez aimé les podcasts, vous risquez d'aimer la suite. Donc, je vous invite à continuer à les écouter. Et si vous avez moins aimé, si vous n'étiez pas d'accord, si vous avez trouvé qu'il manquait des choses, qu'il fallait aller plus loin, amener d'autres points de vue, je vous invite aussi à écouter la suite et la saison 2, à partager aussi ces podcasts autour de vous pour créer du débat et continuer à trouver des pistes de solutions et à les mettre en valeur.
Bien, un grand merci Albine pour cette synthèse et cette prise de recul. Et puis rendez-vous à la saison 2 du coup de Rencontres. Avec grand plaisir. Toute l'équipe du Laboratoire de la mobilité inclusive vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité tout au long de ces cycles de podcasts. Nous vous invitons à vous abonner à la newsletter du LMI pour être tenu au courant des actualités et des prochains épisodes de podcast. Le lien d'inscription se trouve en commentaire de l'épisode. À bientôt!